Après Game of Thrones et Stranger Things, La Casa de Papel est la nouvelle série à la mode, celle qui se retrouve au cœur de toutes les discussions. C'est simple, si Halloween était aujourd'hui, tout le monde serait déguisé de la même façon. Et si l'Espagne ou l'Italie étaient intelligents, ils auraient chanté Ciao Bella à l'Eurovision. Et du coup, cet énorme buzz m'a logiquement intrigué et m'a donné envie de stopper quelques séries en cours pour m'intéresser à celle-ci et découvrir si oui ou non elle est surcotée. Et maintenant que j'ai terminé mon visionnage, la réponse est simple, oui elle est surcotée et non elle ne l'est pas. En gros, je comprends ceux qui adorent la série et je comprends également ceux qui ne lui trouvent rien de particulier, parce qu'en fait, je suis en plein milieu. Vous ne comprenez pas? Ne vous inquiétez pas, cette vidéo est là pour ça. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore La Casa de Papel, il s'agit d'une série espagnole disponible sur Netflix et qui nous permet de suivre quasiment en temps réel une bande de criminels prêts à tout pour braquer la fabrique nationale de la monnaie à Madrid. Et du coup, alors que le plan a été imaginé à la perfection, au moindre détail près, avec des options de secours au cas où, on se rend compte que rien ne se déroule comme prévu, ce qui apporte de la tension et du suspense, avec un vrai jeu de chat et de la souris entre la police et les braqueurs. Alors je commence par un point qui est assez personnel parce que ça va dépendre de la façon dont vous avez regardé la série, mais pour moi l'une des grandes qualités de La Casa de Papel, c'est qu'elle est espagnole. On va pas se mentir, à force de regarder des séries américaines ou anglaises, on s'habitue de plus en plus aux accents, aux façons de parler ou encore aux acteurs qu'on retrouve un peu partout. Et du coup, on perd ce côté réalisme dans l'histoire parce que ça devient de plus en plus difficile d'oublier qu'on regarde une série. Par contre, avec La Casa de Papel, si on la regarde en VO, évidemment, on est directement déstabilisé et on perd tous nos repères. Et si c'est vrai qu'au début, ce côté inhabituel de voir des Espagnols vivre un énorme truc peut paraître un petit peu ridicule parce qu'on est habitué à la machine hollywoodienne, au bout d'un moment, on est directement happé par l'histoire. En fait, on est tellement perdu face à des visages qu'on n'a jamais vus et une langue qu'on entend finalement rarement que l'histoire devient beaucoup plus intense et on la vit différemment qu'avec une série américaine. Et c'est comme quand on part en vacances dans un pays étranger dont on maîtrise pas la langue. On perd notre assurance, on se fait tout petit et on observe. Honnêtement, cette perte de repères avec la série, c'est ultra rafraîchissant. Deuxième point fort, ce sont les acteurs qui sont absolument parfaits. J'ai beau réfléchir, parmi les acteurs principaux, je vois aucun maillon faible. Une fois qu'on s'est habitué à les entendre parler espagnol, parce que c'est vrai que pour moi l'espagnol c'est une langue qui chante, et j'avais bizarrement du mal à l'intégrer dans un truc dramatique. Une fois qu'on s'est habitué à les entendre parler espagnol, on se rend compte que les acteurs apportent tous quelque chose d'unique et des nuances plutôt cool. Alors c'est bizarre, mais ce qui est génial avec ces acteurs, c'est qu'ils sont tellement bons qu'à chaque fois qu'on a l'impression qu'ils vont tomber dans le cliché, ils s'arrêtent pile au bon moment. Et étonnamment, ça apporte toujours quelque chose en plus à leur personnage. Par exemple, certains vont dire que Tokyo se la raconte un petit peu trop, avec ses regards appuyés qui semblent parfois clichés, mais au contraire, c'est ça qui la rend fascinante. C'est tout con, mais à travers son regard, on sent le danger. Ce danger où elle est capable de nous embouter, de nous donner envie de tout risquer pour elle, alors même qu'elle n'est pas la mieux placée pour prendre les meilleures décisions. Et c'est comme le professeur, on peut croire que c'est juste un cliché du geek à lunettes ultra intelligent qui a tout prévu, mais l'acteur arrive à lui apporter une réelle profondeur avec, encore une fois, un jeu de regard qui nous permet de lire toute la réflexion qu'il y a en lui entre chaque étape, et surtout un jeu de main qui est incroyable. Honnêtement, regardez-le bien, et vous verrez que sa façon d'utiliser ses mains en fonction des différentes situations est assez dingue, tellement ça envoie d'indications sur le personnage. Et on peut aussi citer Denver avec son rire qui est ridicule. Pourtant, là on pourrait penser qu'il est nul et cliché, le travail de l'acteur avec ce rire permet de nous attacher au personnage et de dévoiler une sorte de fracture qu'il y a en lui avec le côté un petit peu idiot de la bande, et l'autre côté, moi aussi je veux prouver que je peux être quelqu'un. Donc les acteurs sont excellents et c'est vraiment eux qui permettent au personnage de s'en sortir. Parce que si les acteurs ne jouent pas d'une façon cliché, les personnages le sont un petit peu. Mais grâce au travail des acteurs et des créateurs, ça passe parfaitement. Et c'est tout bête, mais on parle quand même d'une histoire de braquage avec des otages. Donc d'un côté il y a les méchants qui sont les braqueurs
Et de l'autre côté, il y a les gentils avec la police et les otages. Pourtant, à aucun moment on ne soutient les gentils. On a beau savoir qu'on réagirait probablement de la même façon que les otages et que la police prend les bonnes décisions, on est derrière les braqueurs. Et c'est ça la grande force de l'écriture de la série. L'écriture est tellement bien pensée que pour permettre cet attachement aux braqueurs, malgré certains clichés, elle a totalement déséquilibré l'équipe à travers différentes personnalités bien distinctes. Du coup, même si les personnages ne sont pas les plus originaux du monde, ce déséquilibre nous le fait oublier et nous permet même de changer de personnage préféré en fonction des épisodes. Et c'est très fort. Et d'ailleurs, pour en arriver là, l'écriture n'oublie jamais ces personnages secondaires qui sont extrêmement importants dans l'histoire et qui apportent tous quelque chose de différent. De toute façon, c'est simple, à partir du moment où vous avez envie de gifler ou dénoncer un otage, l'écriture a gagné. Enfin, dernier point fort de la série, il y a évidemment sa réalisation qui nous offre de très beaux plans et surtout sa mise en scène qui maîtrise à la perfection l'utilisation des flashbacks. Merci. Pour faire simple, c'est tout l'inverse de Arrow. En gros, elle sait exactement quand utiliser un flashback et quelle durée précise il doit avoir. Et de cette façon, c'est toujours utile, instructif et ça aide réellement au développement de l'histoire. Comme quoi, c'est pas compliqué. Bon, c'est vrai que c'est parfois facile, hein, mais ça reste sympa et ça aide en plus à faire monter la tension. Honnêtement, il n'y en a pas tant que ça des points faibles. Mais le problème, c'est qu'ils sont plutôt importants. Ce qu'il faut savoir, c'est que les épisodes disponibles sur Netflix ne correspondent pas réellement aux épisodes d'origine. Ils ont été remontés. Ainsi, là où un épisode sur Netflix va durer à peu près 42 minutes, il a été diffusé dans un format de 60 minutes en Espagne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a plus d'épisodes sur Netflix que ceux qui ont été diffusés à la télé. Le problème, c'est que pour atteindre ces 60 minutes qui est un format classique en Espagne, les créateurs ont dû broder quelques histoires totalement inutiles. C'est fou, mais par moment la série va nous tenir en haleine, on va être à fond dans le truc, et l'instant d'après on va prendre notre portable et checker Twitter parce qu'on va se faire chier. Tout ça à cause de sous-intrigue qui ne sert à rien. Et ça concerne d'ailleurs souvent les flics, qui sont les personnages les moins intéressants de la série. C'est difficile d'en parler puisque je peux pas spoiler, mais tout ce qui concerne Raquel, ça me passe totalement au-dessus. Je comprends l'intérêt de développer le personnage parce qu'elle a un rôle majeur dans l'histoire, mais le problème c'est qu'à l'inverse de tous les autres, on a trop d'infos sur elle et ça pollue tout. Sa relation avec son ex-mari, sa relation avec sa fille et sa mère, sa relation avec son collègue, c'est beaucoup trop. On connaît rien de nos braqueurs préférés, mais alors elle, on pourrait écrire un roman. Autre point un petit peu débile de la série, c'est que grâce à elle, j'ai compris que ça servait à rien d'aller sur Tinder pour trouver l'amour ou un coup d'un soir, puisque pour ça, faut simplement se retrouver au cœur d'un braquage. Mais sérieusement, je crois qu'il y a moins de morts dans Game of Thrones que de personnages qui couchent ensemble et qui tombent amoureux dans la Casa de Papel. Je sais bien que le sexe et l'amour, c'est ultra important, mais là c'est trop. Surtout qu'en plus, ça donne naissance à de nombreuses incohérences. Et les incohérences dans la série, c'est un gros problème. Alors attention, quand on regarde une série ou un film sur un tel sujet, il faut évidemment se préparer à accepter des trucs un petit peu gros. Que ce soit un personnage qui évite des balles malgré les snipers, un sens du timing qui est toujours incroyable, ou encore un personnage qui va se relever en 2 secondes après un gros boom. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais là... Encore une fois, c'est compliqué de pouvoir parler sans spoiler, mais autant les créateurs ont parfaitement maîtrisé la mise en place des personnages, autant ils se sont totalement forés sur la partie réaction face aux événements. Le nombre de fois où un personnage va subitement changer d'avis en 2 secondes, ce qui va évidemment avoir un énorme bouleversement, c'est assez gênant. D'un côté, il y a les braqueurs qui savent que leur plan est parfait et minutieusement pensé, qui ne peuvent pas s'empêcher de faire n'importe quoi et de flipper, et de l'autre, il y a les flics qui connaissent parfaitement leur métier, qui prennent pourtant toujours les pires décisions. Sérieusement, c'est pas en spoil, mais le comportement de Raquel avec Salva, c'est quand même l'un des plus gros face-palmes de l'histoire de la télévision, tellement c'est pas crédible. À chaque fois, on a l'impression qu'elle oublie les bases de son métier de flic, et ce qui est encore plus ridicule quand on sait qu'elle est au centre de la plus grosse affaire de sa carrière. Réfléchir avant d'agir, apparemment c'est compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, La Casa de Papel est une série surcotée si on prend tout le buzz autour et ses défauts, mais en même temps c'est également une série à voir. Déjà parce que c'est une série espagnole et que ça change, et en plus ça faisait longtemps que j'avais pas autant été happé par une histoire et j'avais pas autant vibré devant mon écran. Autant la première partie met principalement en place les événements, autant la seconde passe à la vitesse supérieure, et clairement, vous pourrez pas rester en place sur votre canapé. Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'œil, parce que c'est aussi pour ce genre d'expérience qu'on regarde des séries. D'ailleurs, je vous ai aussi demandé à vous ce que vous pensiez de la série. Et du coup, pendant que vous découvrez les résultats et quelques commentaires, et moi je vous dis à la prochaine, et regardez La Casa de Papel.